Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo. Alors une Chloé un peu enrhumée. Une Chloé toujours malade. Voilà, semble-t-il, ça toujours fait malade. beaucoup d'émissions que tu es dans cet état. Ah mais oui, mais maintenant vous êtes habitués en fait. C'est Voilà. ma voix normale. Et aujourd'hui nous sommes avec Cécile. Bonjour Cécile. Salut. Alors Cécile, quand tu te présentes à un inconnu ou une inconnue, comment tu te présentes ? C'est horrible parce que je sais que vous posez cette question et j'ai pas réfléchi. C'est vraiment une question difficile. Je m'appelle Cécile et j'ai un rapport au monde assez intense. Ok. En fait, j'aime bien dire quelque chose comme ça pour un peu briser la glace parce que ça, c'est ma pire hantise, les conversations de surface du début là. Avant. Ouais, comme cette question. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Je préfère dire ça. Mais Et voilà. t'as quel âge si c'est pas Ah oui, j'ai 22 ans. Ok. Une 2000. Ouais, bébé 2000. Bébé 2000. Bébé 2000 né à Lourdes. Oh. Donc vraiment, je suis un miracle. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie ? Qu'est-ce que je fais actuellement ? Je suis en service civique à Campus FM 94 MHz. Je suis en service civique ici, donc je réalise du contenu divers et variés, et notamment une émission qui s'appelle Vox Day, qui est diffusée le lundi et le mardi à midi, enfin le lundi à 13h et le mardi à midi, qui s'intéresse aux étudiants et étudiantes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans une radio associative comme Campus FM du coup ? Alors, c'est en revenant du voyage dont on va peut-être parler, je suppose, que j'ai fait l'année dernière. C'est peut-être un teasing, un petit teasing. C'est en revenant d'une année un peu intense, il faut le dire, petit à petit j'ai compris que j'avais le besoin de me poser et d'avoir quelque chose qui rythmait mon quotidien. Et petit à petit, j'ai eu l'envie de revenir à Toulouse, où j'habitais avant, où du coup j'avais mes potes, mes repères, etc. Et j'avais déjà fait un stage ici, j'étais venue une semaine à campus et ça faisait du coup 2 ans qu'il me disait qu'il prenait les services civiques, donc si j'avais envie je pouvais candidater. Voilà, c'était plus besoin de revenir à Toulouse. Qu'est-ce que je fais à Toulouse ? Vas-y, ça m'avait plu de faire de la radio. J'ai potentiellement envie de travailler dans le son plus tard dans ma vie. Donc la radio, c'est pas forcément ce dans quoi je vais être forcément. Mais voilà, il y avait l'aspect technique du son et puis le petit défi de devoir créer du contenu régulièrement pour vaincre le perfectionnisme et travailler la créativité. Donc voilà, ça me plaisait. C'est quoi les sujets que tu traites dans tes émissions ? Est-ce que tu as genre une guideline ou Une guideline ? Ok, Guideline. ok girl. Vox, alors d'avant ça s'appelait Vox Discipulus. Ça a été créé l'année dernière par le service civique qui était à ma place. Et donc, comme le dit le terme, je ne sais pas si vous parlez latin couramment, c'est mon cas. Tout. Tu parles latin couramment ? Pas du tout. Mais j'ai fait latin, j'ai eu 20 au bac. Voilà. C'est ce qui m'a sauvée. GG. Donc ça veut dire la voix étudiante en latin. Et donc c'était une émission qui s'intéressait au monde étudiant, universitaire, etc. Et donc moi j'arrive et on me charge de cette émission. Et l'histoire c'est que du coup je commence à faire un peu comme faisait mon prédécesseur, donc en studio, des interviews d'associations, d'étudiants, voilà. Et ça me plaisait pas trop, j'étais pas très épanouie dans ce que je faisais, je trouvais que c'était pas très riche parce qu'en fait... c'est pas mon truc de mener des interviews très journalistiques. Voilà, je suis pas journaliste, voilà, clairement. Et j'ai pas envie de le devenir, bien que ce soit une activité, une profession que je respecte et qui est tellement importante. Mais c'était pas mon truc, voilà, l'actualité, l'information et tout. Du coup, là, je suis un peu en train de changer le format. Et ce que je fais, c'est que je rencontre des étudiants, pas en studio, dans des lieux divers et variés, dans des cafés, à la fac, peu importe. Et alors, je leur fais faire une activité. En fait, c'est un prétexte, en fait, pour qu'on soit ensemble, pas dans le cadre d'une interview, en fait, juste qu'on soit ensemble. Et on discute, simplement. Peut-être je ferai évoluer le concept. Pour le moment, c'est une discussion. Alors, je suis quand même un peu en position d'interview, je pose des questions, mais voilà, je pose des questions dans mon univers, on va dire.
Donc ça peut être autant à quelle injonction as-tu cessé de te soumettre, comme tu penses quoi des petits lus. Je serais plus à même de répondre à la deuxième. Pour moi, les deux sont importants et les deux soulèvent des questions sociétales profondes à traiter d'urgence. C'est vrai, le petit lu. Et tu disais que tu voulais faire un métier dans le son. Ouais. En quoi la radio correspond à ce que tu veux faire dans le son et qu'est-ce que tu veux faire aussi dans le son, que tu disais, pour préciser? Alors, moi, j'ai fait des études d'art du spectacle. Et au-delà de faire des études, c'est un milieu qui me passionne et dans lequel je suis bien, lié à mon rapport intense au monde. C'est un milieu où on est autorisé à avoir une certaine intensité. Et voilà, et dans ce domaine, en fait, très vite, c'est plutôt le côté technique dans régie son et lumière qui m'a plu. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est simplement une affinité que j'ai eue. Et plus précisément dans le son, pareil, je sais pas trop pourquoi. En fait, le son me passionne, mais physiquement, en fait. C'est fou ce côté. Enfin, j'en parlais à l'instant. Je trouve que dans le fait de faire du podcast, vraiment de la radio, il y a un truc très intime en fait dans le son qu'on retrouve, je trouve, moins dans l'image ou la vidéo. Alors c'est peut-être une sensibilité que j'ai, mais tu vois, il y a ce truc vraiment physique de quand tu parles, tu crées une vibration, le micro l'enregistre et quand il va le retransmettre, ça va être la même vibration. Physiquement, ça va retransmettre un truc réel des deux côtés, tu vois. Et je trouve que ça crée une proximité et une intimité que je trouve assez folle. Puis peut-être que si les gens sont plus décontractés à la radio puisqu'il n'y a pas cette pression de l'image, de rendre bien l'image. Ouais, même quand on est malade, on peut quand même faire de la radio. Bah oui, j'en suis la preuve. Peut-être, voilà. Puis, je sais pas, c'est un milieu qui me plaît. J'écoute aussi énormément de contenu parce que je dois toujours faire 36 000 choses en même temps et je pense que c'est quelque chose de notre génération qui est très présent. Donc j'écoute beaucoup de choses en faisant d'autres trucs. Donc c'est un milieu qui me plaît. Je trouve ça fou que des vibrations créent de l'emploi, quoi. Enfin, J'avais pas... Franchement, c'est une très belle métaphore. C'est une très belle phrase, on devrait l'imprimer sur un t-shirt. De ouf. Est-ce que tu as des projets d'avenir, des projets pro, des projets pas pro dans l'avenir, que ce soit lié à la radio? Vas-y, je sais pas. Ou pas. C'est pas. J'avoue que je sais pas. Ouais, pour le moment, je suis dans mon truc. Probablement, je me formerai à la technique, possiblement dans le spectacle. Je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'être dans ce milieu d'une manière ou d'une autre. Après, tu vois, ça me plaît aussi ce côté-là de peut-être pouvoir travailler des fois en régie dans des spectacles, mais aussi pouvoir travailler dans plus de l'audiovisuel, le podcast, etc. Tu vois, d'avoir différents milieux d'action, je trouve ça très chouette de pas faire une seule chose jusqu'à la retraite, quoique. La retraite. Parlons-en. Donc voilà, mais après, c'est pas exclu que j'aille élever des moutons en Ardèche et faire des pulls. Honnêtement, je sais pas. Tu tricotes ? Bah écoute, ça peut m'arriver. Si tu mets ça sur la table, je peux tricoter, effectivement. Mais j'ai pas de réponse précise à vous donner sur ce sujet. Mais est-ce que tu as quand même des inspirations au quotidien qui te motivent à créer, à voir peut-être, t'inspirer de ces personnes-là? Des personnes ? Oui, des personnes ou même des podcasts. Tu parlais beaucoup de podcasts. J'ai énormément de... Je sais ce que tu veux que je dise. Je pense que je sais aussi. J'ai énormément de personnes qui m'inspirent dans tout milieu. Bon, puisqu'il faut la citer. Le moment est venu. SML. Sophie Marie Laroui, voilà, c'est Sophie Marie Laroui, excusez-moi, je name drop comme ça. Non, cette personne m'a clairement éduquée à la vie et à la gestion des émotions. Voilà, c'est la psy que j'ai pas eue. Voilà, oui, c'est une personne qui, encore une fois, dans l'idée du rapport intense à la vie, c'est une personne qui m'a dit, ok, en fait, c'est possible de faire quelque chose avec tout ça, de faire des choses drôles. Oui, je vois ce que tu veux dire, qu'elle t'a permis de mettre un peu de l'ordre dans ta tête. Je suis en train de tout casser autour de moi. Qu'elle t'a permis de mettre un peu de l'ordre dans ta tête pendant une période où c'était un peu le bordel. C'est un peu ça que ouais, et puis surtout que c'était ok en fait. Ouais, ou alors pas besoin de juste de cacher tout ça et d'arriver à faire des phrases
intelligente tout le temps en fait. On avait le droit, tu vois, et en fait on a besoin de ça, on a besoin des fois d'avoir du contenu qui parle d'autre chose que de la réforme des retraites, tu vois. Et t'as peut-être aussi permis d'envisager une chose qui pour toi à la base était peut-être pas possible ou genre que tu pourrais rien en faire dans ta vie, mais finalement t'es en mode si c'est possible. Ouais. Oui, c'est plus ça, c'est peut-être plus ça. C'est merci Chloé pour cette intervention. De rien. C'est peut-être c'est en gros de faire de sa sensibilité une force. Je pense qu'elle a joué un grand rôle là-dedans. Mais après, voilà, il y a énormément de gens qui m'inspirent. Il y a aussi Camille Etienne, qui est une militante écologiste très connue. Probablement, vous avez entendu parler de choses qu'elle a faites. Et encore une fois, c'est une histoire de sensibilité. Son contenu, ça m'aide beaucoup à gérer le côté engagement que j'ai envie d'avoir, mais qui n'est pas toujours facile à gérer. Et elle lie engagement et sensibilité d'une manière qui fait vraiment du bien. Je conseille d'aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment chouette. Et du coup, toi, tu essayes d'apporter cette forme d'engagement le plus possible dans tes émissions ? Dans mes émissions, pas forcément. Disons que mes émissions, elles sont plus là pour donner la parole aux étudiants et étudiantes. Donc, après, forcément, l'engagement, je pense que c'est un sujet qui va revenir souvent parce que... La période, et puis... La période, notre génération, si on est perdu, c'est parce que c'est aussi la merde autour de nous, quoi. Donc et qu'on nous oblige d'une manière ou d'une autre à être engagés. Enfin, là, on n'a plus le choix, quoi. Du coup, on va changer de sujet maintenant. Quand on s'est vu en off, parce que j'ai participé à ton podcast. Exactement. J'ai hâte qu'il sorte d'ailleurs. Et vous aussi, je suppose. Tu m'avais parlé d'un voyage assez extraordinaire. Juste pour nous remettre dans le contexte, tu peux nous dire de où à où et comment ? Ouais, donc l'année dernière, je suis partie en tout 14 mois, donc 1 an et 2 mois précisément. En voyage à vélo. Parce que je suis partie avec mon copain, on était 2. Et donc on est parti d'Alsace. On a fait, c'est toujours dur à décrire. On aime bien dire nous que on est allé de chez ses parents à mes parents, mais en passant par le Moyen-Orient. On est parti d'Alsace et on est passé donc Allemagne, Autriche, Italie. Il y a les Alpes là pour information. Et après tout le long des Balkans. Jusqu'en Grèce, je sais pas si vous voyez. Moi, honnêtement, avant d'y aller, la carte, c'était flou. Si, je vois la Grèce, tout ça. La Grèce, jusqu'en bas de la Grèce. Et après, on est remonté, on est passé en Turquie. On a traversé toute la Turquie par la côte sud. Ensuite, on est passé en Irak, dans la partie kurde, le Kurdistan irakien. Puis Iran. Et là, on est remonté. Arménie, Géorgie, et ensuite on est rentré. On n'a pas fait tout le retour à vélo. On est rentré, on a pris un bus. 56 heures de bus, les amis. Oh. Et parce qu'en avion, c'est trop simple. Voilà, on est rentré parce qu'on voulait finalement rentrer un peu plus tôt et parce qu'en fait, on a fait une surprise à la famille de mon copain. On est arrivé en plein repas de famille. Par surprise, alors qu'on faisait croire qu'on était encore en Turquie. Et voilà. Et de là, du coup, on est repassé en Alsace et on a traversé la France jusqu'à chez mes parents dans les Pyrénées. Okay. Où ça s'est officiellement fini. Petit périple, quoi. Petit périple. Petite aventure. Voilà. Ça t'a fait un peu les jambes, je suppose. Un petit peu. Et comment t'es venue cette idée un peu folle, si je peux me permettre? Moi, l'idée, elle est venue... de base, c'est une envie de voyage que je pense qu'on a tous et toutes à un moment dans notre vie. Mais moi, j'avais vraiment l'image du voyage. Pour moi, c'était pas je vais prendre un avion, je vais arriver à un endroit, je vais rester un petit moment là et je vais repartir. Ça peut, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'était pas ça que je projetais. J'avais vraiment une idée d'itinérance et de mouvement, en fait. Et donc, de là, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un sac à dos et je vais y aller à pied. Mais en même temps, j'avais envie d'un voyage plus grand. Tu vois, j'avais envie de partir vraiment dans d'autres pays. Et en fait, le vélo est venu de là. C'est un peu le même principe. C'est quand même ta force à toi. Et en même temps, tu peux aller plus loin. Tu peux faire plus de kilomètres par jour que à pied. Et en plus, il y a l'idée, c'est très pratico-pratique, mais t'as toutes tes affaires sur ton vélo. Et moi, j'aimais énormément ce truc de, là, vous savez quoi, j'ai tout ce que j'ai avec moi. Et je me déplace avec, et je me pose, et j'ai tout ce que j'ai. C'est le côté très pur de ce déplacement qui... voilà. Et après, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et ouais, le voyage à vélo, c'est génial, quoi.
Et après, plus ce voyage-là, en fait, c'est une belle histoire mignonne. Avec ton copain et tout. Voilà, en fait, on a un jour, je dis à une amie à moi, je lui dis comme ça, mais de manière complètement random, ouais, un jour, j'aimerais bien voyager à vélo, mais c'est loin de moi, tu vois. Et elle me dit, ah, mais c'est trop marrant, j'ai un pote à moi qui me dit exactement la même chose, et cet été, on part tous les deux faire Toulouse-Nice, juste pour essayer, tu vois, juste un petit voyage. Et donc, je suis là, bah ok, je me joins à l'aventure. Et il se trouve que son pote, c'est devenu mon copain. Ça s'est très bien passé entre nous, ce que vous pouvez voir. Il y a eu le Covid. Voilà, on a passé le Covid. Et en fait, comme on s'est rencontrés par ce biais-là, de lui voulait faire un voyage et moi aussi, je me souviens même pas du moment où on a décidé. C'était genre un peu évident, quoi. Et du coup, pendant le Covid, on a commencé à fabriquer nos vélos. Parce qu'on a fabriqué nos vélos. On a pas les choses à moitié. Détail non négligeable. Et on est parti. Voilà. Du coup, c'est une histoire d'amour à vélo, quoi. Exactement. Si on peut dire ça. La fast life, finalement. Je me souviens du moment, je me revois dire à ma pote ah, mais un jour, j'aimerais trop voyager à vélo, tu vois. C'était à pas de doigts, je m'en souviens très bien. Et vraiment, ce sentiment de se souvenir du moment où on rêvait de ça, et maintenant on l'a fait. Vraiment, c'est incroyable. Faites des choses, et parce que c'est génial. Lors de ton périple, est-ce que tu as rencontré des galères, enfin des trucs dont tu te souviens qui étaient genre la galère, quoi? Là, tu t'es dit, on n'est pas un peu dans la galère? Ouais, parce que le trajet, il est quand même géopolitiquement compliqué. Exact. Alors, oui. Alors, bah déjà, c'est un peu bizarre le voyage à vélo parce que quand on y réfléchit, c'est vraiment... On va nous-mêmes se mettre en galère et voir ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment ça. On a besoin des gens pour l'eau, pour machin. On n'est pas du tout autonome. Donc, il y a vraiment ce côté-là, mais qu'on cherche parce qu'en fait, on fait des rencontres folles par ce biais-là. Mais donc, oui, des galères, il y en a eu. C'est marrant parce que quand on nous demande, on est toujours là, oui, tout s'est bien passé. Et après, quand on réfléchit, on est là... Il y a tout plein d'anecdotes, je sais pas s'il faut les citer parce qu'après, alors que je les raconte, et ça va durer 30 heures. Mais, Allez, une petite. Mais voilà. Et puis en fait, je vais la raconter, mais il y a ce truc de... T'es tellement dans un esprit de... En fait, on va trouver une solution, on n'a pas le choix. Donc, t'es toujours là, on va trouver une solution. Donc, à la fin, tu retiens que le positif et t'oublies un peu toutes les galères. Mais effectivement, sur le moment, on était dans des sacrés trucs. Bien qu'une galère vraiment sur le moment, il n'y en a pas tellement qui me viennent. Ah si, si je peux vous raconter. Ah, ça, c'est une belle anecdote. Comme ça, il y a un peu la galère et en même temps le positif à la fin. On s'est fait, pendant une nuit, je me suis fait voler mes lunettes de soleil. D'accord. Il y a vraiment quelqu'un qui avait mal aux yeux. dans mes sacoches et qui a... En fait, moi, je l'ai entendu pendant la nuit, donc on s'est réveillés et on était là, qu'est-ce que tu fais? C'était en Géorgie. Bon, du coup, le gars est parti et le lendemain matin, en fait, on se réveille et moi, je pense même pas à checker s'il manque quelque chose ou pas, tu vois. C'était déjà assez traumatisant que quelqu'un ait fouillé dans mes affaires, tu vois. Et je sais pas, je regarde du fait et je capte pas. Mais plus tard, dans la journée, on démarre, on fait déjà une 20aine de kilomètres, on s'arrête pour le petit-déj. Et là, je mets mes lunettes de soleil et plus de lunettes de soleil. Et moi, je suis dans le déni total. Je suis là, mais j'ai dû les oublier et tout machin. Et mon copain qui est là. Mais il y a quelqu'un qui a fouillé dans tes sacoches cette nuit, genre, c'est forcément lui. Du coup, je sais même plus pourquoi. Moi, je suis restée là où on était avec toutes les affaires. Et lui, il est retourné très vite à vélo à l'endroit. Et c'est ça qui est fou, tu vois, on est dans une... Tu vois, c'est relou, quoi. On nous a volé un truc. Et en fait, il arrive dans le village et il essaie de redire aux gens, alors avec Google Trad, en géorgien, et en fait, t'as tout le village qui s'organise, qui va chercher machin de machin. Trouver les lunettes. Il finit par trouver une fille qui était en vacances chez sa grand-mère et qui, du coup, parlait parfaitement anglais. Du coup, hop, communication. Et vraiment organisation, du coup il s'occupe de lui, il lui propose un café, sauf que en Géorgie on te propose un café, ça part en pique-nique. Voilà, donc ils le nourrissent et tout machin. Pendant ce temps t'as les hommes qui vont voir chez le gars parce qu'ils l'ont reconnu grâce à un portrait robot. Ils vont voir chez le gars, ils sont là, il est parti à la police signer un papier parce qu'il est sorti de prison il y a une semaine. On est là. Mais ils sont plus efficaces que la police en fait. D'accord.
Et bon, bref, je passe aux détails, mais organisation de fou. Et puis là, d'un coup, il revient, et il a tout le village là, il arrive. Et du coup, imaginez mon copain qui arrive comme ça avec tous les Golgoth géorgiens derrière, les papis du village, tu vois, qui met de la pression au gars. Et du coup, il lui montre ses lunettes de soleil à lui et il dit ah ok, et il rend les lunettes de soleil. Mais voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais c'est pour dire que tu vois, dans cette anecdote, ce qu'on retient, c'est pas tellement le ah merde, on nous a volé, ça existe. C'est vraiment tout le village. Ouais, la solidarité qui s'est mise autour juste pour des lunettes. Enfin... C'est ça. Mes yeux sont archi défaillants. Et du coup, mes lunettes de soleil, clairement, tu peux rien en faire. Tu peux pas les vendre, tu peux pas. Et du coup, il y a cette scène de tous les papis-mamies du village qui essayent mes lunettes et qui sont là. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Ouais, franchement, on était à fond dedans. On était à fond. Beau message à la fin. Beau message. Comment on se prépare, enfin, comment vous vous êtes préparé avec ton copain du coup pour faire ce voyage? Parce que quand même, en amont. Préparation surtout matérielle. En fait, souvent, je pense que les gens, je sais pas si vous pensez à une préparation physique. Les deux, parce que tu disais aussi que vous avez fabriqué votre vélo déjà. Oui. C'est ça, en fait, pour parler direct de la préparation physique, pour ma part, 0. Je suis partie comme ça, vraiment. Je ne faisais pas de vélo et je suis partie pour faire 80 km par jour à vélo. Voilà. Mais... C'est osé. En fait, c'est... Challenge. On a l'idée que c'est super... Enfin, faut être sportif et tout, mais pas du tout, tu vois. Moi, je voyais vraiment pas le truc comme un sport, je voyais le truc comme un moyen de transport. C'est juste, je fais du vélo, tu vois. Bon, ça monte un peu. Bon, on va monter un peu, tu vois. Il y a les Alpes, quoi. Voilà, mais en fait, ça se fait, vraiment. On n'est pas dans un truc de performance. On s'écoute vachement, voilà. Il y a eu une préparation psychologique ou pas? Psychologique? Ouais. C'est-à-dire? Genre te préparer mentalement à la galère. Ou alors c'est peut-être moi qui est trop anxieuse. Non, mais après on est tous les deux déjà de base. Tu vois, moi je viens des Pyrénées, j'ai fait beaucoup de rando, de bivouac, c'est quelque chose qu'on connaissait. Tu vois, dormir en tente, c'était pas. Puis oui, il faut avoir un petit goût de l'aventure. Hein, tu pars pas. On nous a pas obligés à y aller. C'est nous qui avons choisi, donc on avait l'envie. Enfin, est-ce que vous avez une deadline? Non. Parce que... Non. Du coup, vous êtes allé à votre rythme. Ouais, et c'est hyper important en voyage à vélo, ça. C'est hyper important et que ça c'est marrant, tu vois, la gestion des angoisses. Souvent les gens ils sont là, ouais, mais vous savez pas où vous allez dormir le soir, c'est pas un peu stressant? Et en fait, nous c'est l'inverse, c'est-à-dire que surtout moi, si par exemple on me dit faut rejoindre tel endroit le soir, ça va me stresser. Je vais me dire, je vais pas y arriver. Et surtout, il faut y aller. Si on n'y arrive pas, on est dans la merde. Là, en fait, d'avoir tout sur nous, en fait, à tout moment, on dort, quoi. En fait, c'est hyper rassurant, ce qui paraît angoissant pour les autres. Mais du coup, la préparation, oui, elle a été surtout matérielle, quoi. Rassembler tout le matos, faire nos vélos, oui, parce qu'on a choisi j'ai initié la chose, voilà, on l'a... Souvent, quand ça parle mécanique, ça s'adresse toujours pas à la partie féminine du groupe. Mais ouais, voilà, j'ai initié cette fabrication de vélos pour différentes raisons. Du coup, là, peut-être question encore un petit peu difficile. Où il va falloir un peu trier dans ta mémoire. Oh non. Mais est-ce que tu pourrais nous dire ton plus beau souvenir? Ou alors un souvenir hyper positif là, qui te vient et que t'es en mode « Ah mais ouais, c'était trop bien ». Vous me saoulez. Je vous jure. J'ai envie de drop the mic et de partir du studio. Mon plus beau souvenir... Peut-être l'arrivée, la fin. Moi, c'est ce que j'aurais dit. La fin. Après un si long périple. Mais c'est assez fou. Tu me fais penser à ça en disant la fin. Quand tu me dis la fin, je pense surtout à, en fait, quand on est le dernier jour, quand on est revenu chez moi, passer par le col du Tourmalet. Je sais pas si vous connaissez. C'est un col qui est mythique dans le Tour de France. Et donc, c'est vraiment l'endroit pour les cyclistes, quoi. C'est un truc mythique. Et nous, c'est parti d'une blague, genre en mode ouais, on va faire le Tourmalet en passant, tu vois. Et sauf qu'en fait, nous, quand on fait trop des blagues, en fait, on se dit, en fait, on va le faire, tu vois, parce que c'est drôle, en fait. Il faut faire la blague jusqu'au bout. Et du coup, on a choisi de passer par ce col. C'est un col que normalement, on fait, je sais pas si vous voyez, le Tour de France, ils sont en vélo, carbone, de route, machin. Nous, on s'est dit, on va le monter avec nos 40 kilos de bagages, quoi. Ça va être fun.
Fun, oui. Après, on avait fait des cols équivalents dans d'autres pays, mais celui-là était vraiment très dur parce que, bon, bref, c'est technique, mais il y a une pente qui fait niveau que Tour de France, quoi. Voilà, c'est assez dur. Et moi, je rappelle que j'ai jamais fait de vélo de ma vie avant, quoi. Et je me retrouve à faire l'étape mythique du Tour de France avec 40 kilos derrière moi. Donc bon, voilà. Mais ça fait me penser à ça. Et pour dire de manière générale, l'arrivée en haut d'école, c'est quand même souvent fou, hormonalement parlant, en fait. C'est-à-dire que tu te prends un shot. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et d'en être consciente d'être là. Oh putain, j'ai un shot d'hormones du sport, là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais vraiment, je suis là. Wouhou! Et je suis là, mais qu'est-ce que vous m'avez donné, que vous avez mis dans mon sang? Voilà, le voyage à vélo implique ça. C'est-à-dire que, en fait, quand t'arrives dans un endroit où t'as la vue de ouf, mais t'en as chié pour monter, t'as un truc qui fait... J'imagine que pour traverser autant de pays, on fait aussi beaucoup de découvertes culturelles. Est-ce que ça aussi est un motif de justement faire ce type de périple ? Bien sûr, quand on voyage à vélo, t'es obligé de vivre la culture à part entière. Parce que tu vas doucement, parce que tu rencontres les gens, parce que tu dors chez les gens, souvent. Et pour parler de culture, c'est souvent les pays comme la Turquie, le Kurdistan irakien, surtout l'Iran qui nous vient parce que c'est là qu'on était vraiment au choc culturel total. Et surtout l'Iran. L'Iran, en fait, tout est changé. Les codes sociaux sont changés, tout est différent. D'ailleurs, c'était ultra fatigant d'être en Iran parce que les gens sont... intense pour le coup aussi, et c'était vraiment fatigant en fait parce que il y a une culture de l'accueil du voyageur qui les rend complètement tarés, c'est-à-dire que ils nous voient, ils pètent un câble, ils se fightent dans la rue pour savoir qui va nous héberger. Enfin, c'est assez important, et parce qu'il y a c'est aussi l'influence de la religion qui fait tout ça. C'est les voyageurs, c'est les amis de Dieu, donc c'est, tu vois, il faut qu'ils nous hébergent. Et voilà, donc il y avait ça, ce culte du voyageur, plus le fait que tous leurs codes sont différents des nôtres. Nous, on était constamment perdus, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parfois, des choses qui nous paraissaient respectueuses, en fait, dans leur culture, c'était irrespectueux. Du coup, t'es tout le temps en train d'essayer de comprendre, etc. Et ouais, ça en devient fatigant, quoi, la différence culturelle. Mais c'est une expérience de malade, hein. Je suis pas en train de remettre ça en question. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que l'Iran, on était content d'en sortir à la fin. Parce que c'était fatigant. Qu'est-ce que tu tires, en fait, comme conclusion de ce voyage? Question difficile, genre, est-ce qu'il y a eu un toi avant et un toi après? Ah bah oui. Ah bah clairement, je ne saurais pas le résumer. Je sais pas si vous avez 3 heures et un paperboard, mais ouais, tu peux pas en sortir pareil qu'avant, quoi. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses. J'ai pas d'exemple concret, tu vois, c'est en moi. Mais tu vois, c'est marrant là d'être revenu à Toulouse, en fait, dans mon environnement de avant le voyage. Tu vois, je revis l'autre jour, je revivais un événement qui me ramenait vachement à la moi de avant le voyage. Et je sais pas, rien que de me remettre là-dedans, j'étais là, mais j'ai tellement changé, je suis tellement pas la même. Déjà, je suis vachement plus, j'ai vraiment ce truc de, ouais, je suis née du bon côté de la planète, en quelque sorte. Mais ça, faut... Oui, on se rend compte de vraiment nos privilèges. de s'être confronté à cette réalité-là. Ouais, tu te confrontes à une réalité. J'ai un moment marquant du voyage où on croise en fait une famille syrienne qui a fui la guerre et qui est réfugiée en Turquie. Et voilà, ils ont une maison, on passe à côté, ils sont là, ah, vous voulez de l'eau et tout, machin. Et là, il essaie de comprendre, tu vois, qui on est, pourquoi on est là et tout. Et là, tu sais, t'es là, je suis en train d'expliquer à un migrant syrien pourquoi j'ai choisi de me mettre en galère moi-même sur un vélo et de partir dans des pays comme ceux-là, et que c'est pour moi une expérience de ouf. Enfin, tu sais, tu te prends un truc de waouh, je suis vraiment du bon côté du truc, quoi. Enfin, alors que lui, il a fui son pays comme il pouvait. Donc ouais, Ça, c'est une manière de se rendre compte de ses privilèges que d'en sortir, en fait. Que de se mettre volontairement dans la galère, ça permet de... C'est un privilège incroyable. Incroyable.
Donc ouais, il y a ce côté très réalité, j'ai envie de dire géopolitique, quoi, qui est marquant. Et après, ouais, je sais pas, je pense que ça changeait pas directement mes manières d'être aux autres, mais peut-être ça changeait beaucoup de choses en moi, profondément, que je saurais même pas décrire moi-même, qui font que peut-être je suis différente avec les autres. Mais j'avoue que je l'ai pas encore bien analysé à 100%. Bah après t'as toute la vie pour l'analyser, genre, voilà. Littéralement. Et ben on en tire une très belle conclusion, c'est-à-dire que maintenant on arrêtera de se plaindre quand on est sur les Vélib. Exactement. Et quand on galère, alors qu'il y a une non, par toute contre, petite cote. Les Vélib, c'est lourd. Oui, c'est lourd, il y a 3 vitesses. Mais toi, t'as fait 40 kilos. Ouais, mais c'est différent. Ouais, non, mais en fait, arrêtez de vous plaindre. Et ben on arrive à l'issue de cette émission. À la question finale, peut-être que tu la connais. Ok. Ah si, PTDR t'es qui ? Oui, ça. Voilà, maintenant, après pardon. ce podcast, si on te demande PTDR t'es qui, tu réponds ? Bah la même qu'au début, enfoiré. Fallait goûter quoi. Nickel. Les gens vont croire que je suis vulgaire. Oh, tout le monde l'est. Merci Cécile d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, PTDRTK Podcast tout attaché. On va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton émission soit racontée sur PTDRTK, n'hésite pas à nous envoyer directement un message sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. Une émission aussi celle de Cécile. Merci Cécile. Pull up. Souhaite une très bonne aventure peut-être dans le futur. Merci.